Donc, je vais vous parler de la maladie rénale chronique, puisque c'est le sujet de la conférence et c'est, je dirais, la série de formations en visioconférence qu'on organise dans le cadre des activités du réseau LIRE et en particulier de l'expérimentation Tircel Extra sur les parcours de soins. Donc, voilà. Faut que je remonte. Donc, c'est un sujet d'actualité parce que, comme vous le savez, le plan Ma Santé 2022 a mis le diabète et l'insuffisance rénale chronique au premier plan des maladies chroniques qui vont faire l'objet de financement au forfait. Donc, c'est une chose qui suit son cours puisque les financements sont arrivés sur les établissements hospitaliers, enfin les établissements en général éligibles pour la mise en place de ces parcours à la fin de l'année 2019. Les établissements éligibles sont des établissements qui peuvent suivre une cohorte d'au minimum 200 patients atteints de maladie rénale chronique stade 4 et 5 et qui s'engagent à assurer des consultations néphrologiques, des consultations diététiques, la prise en charge par une infirmière de parcours et éventuellement en plus des séances d'éducation thérapeutique qui rentrent dans les activités de l'infirmière de parcours d'ailleurs, et puis aussi des consultations psycho, etc. Enfin, tout ce qui peut contribuer à la prise en charge multidisciplinaire de ces maladies chroniques. Donc, pourquoi les pouvoirs publics s'intéressent particulièrement à l'insuffisance rénale? Eh bien, c'est très simple. On a une épidémiologie qui est en augmentation constante. En 2017, on avait donc 11 500 nouveaux patients qui étaient arrivés à l'insuffisance rénale terminale, dont 11 000 sont arrivés en dialyse, hein, puisque malheureusement, le nombre de patients qui peuvent être greffés avant le stade de la dialyse reste extrêmement limité et trop faible, bien sûr, actuellement. Ce qui fait qu'au total, en France, fin 2017, il y avait presque 48 000 patients en dialyse et presque un peu plus de 39 000 patients porteurs d'un greffon fonctionnel. Donc évidemment, ça représente pas loin de 90 000 patients traités pour une insuffisance rénale chronique terminale et un budget extrêmement important de l'ordre de 4 milliards d'euros pour l'assurance maladie, ce qui fait que les pouvoirs publics ont semble-t-il, enfin pris la mesure du fait que la mise en place de mesures énergiques de prévention pouvait permettre de ralentir l'augmentation du nombre de patients et ceci en ralentissant la progression de maladie rénale. Et puis d'autre part, dans la mesure où les patients sont pris en charge plus tôt, eh bien, il est plus facile de les orienter vers la transplantation, bien sûr, et de les préparer dans ce but. Alors, ce qui est particulièrement inquiétant dans le domaine épidémiologique, c'est le fait que le diabète, comme vous le savez, est en augmentation dans la population et le diabétique représente une grosse partie des nouveaux patients qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale. Vous voyez sur la courbe du haut, c'est tout à fait typique. Hein. Alors que pour les patients non diabétiques, eh bien, on voit que la proportion de patients qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale, la proportion de patients non diabétiques qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale reste relativement stable au fil des années. Et vous allez voir un petit peu les différents éléments qui caractérisent cette population de patients qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale. Donc d'abord, une fréquence élevée du diabète, mais on y reviendra. Et d'autre part, un âge relativement élevé, puisque sur cette courbe, on voit les patients de la population générale, c'est les lignes bleues, la pyramide des âges. Et on voit que les patients qui arrivent à l'insuffisance rénale terminale, eh bien, ils sont essentiellement situés entre 65 et 85 ans, donc des patients qui sont déjà relativement âgés, qui sont, bon, pour une majorité d'entre eux, retraités ou inactifs et qui ont généralement accumulé un certain nombre de comorbidités qui rendent la prise en charge à la fois compliquée et qui nécessitent une intervention de différents professionnels de santé pour avoir une prise en charge globale optimale. En Rhône-Alpes, la situation est la suivante. Fin 2018, on avait eu donc dans l'année 1000 nouveaux patients. Et ça a augmenté quand même de 30% en 10 ans. Donc
c'est quand même plus 3% de nouveaux patients par an pendant 10 ans, ça fait quand même pas mal. 55% de diabétiques, parmi ces patients entrant en insuffisance rénale terminale, il y avait 55% de diabétiques en Isère et 36% en Haute-Savoie, donc on voit qu'il y a des caractéristiques de population qui jouent. 22% des malades sont entrés en dialyse en urgence et 52% ont commencé la dialyse sur un cathéter veineux central, ce qui évidemment traduit un déficit de prise en charge précoce et un déficit de préparation à la dialyse. Au point de vue de la prévalence, on a en Rhône-Alpes 8400 patients en insuffisance rénale terminale, dont 4250 greffés et 4157 dialysés. C'est intéressant parce que Rhône-Alpes est une région historique dans laquelle les transplantations rénales ont commencé extrêmement tôt, comme à Paris. Du coup, on a finalement en Auvergne-Rhône-Alpes actuellement 4 CHU qui pratiquent la transplantation rénale, ce qui explique qu'on a une cohorte de patients qui est greffée, qui est très importante, qui est supérieure à la cohorte de patients dialysés, simplement parce que les transplantations rénales ont commencé il y a longtemps et qu'il y a 4 centres qui les réalisent. Parmi ces patients traités pour insuffisance rénale terminale en région Rhône-Alpes, il y a 43% de diabétiques et 41% des dialysés ont plus de 75 ans. Donc, vous voyez à peu près la situation de ces patients. Donc, juste un petit rappel, évidemment, les patients qui arrivent en dialyse, ils n'arrivent pas d'un coup en dialyse. Enfin, en général, ils passent par différents stades de la maladie rénale. Certains sont malheureusement méconnus. Donc, la maladie rénale chronique, c'est un concept qui définit un continuum, disons, qui va du facteur de risque à l'apparition d'une insuffisance rénale sévère ou terminale. On peut avoir un débit de filtration glomérulaire normal, mais dans ces cas-là, la maladie rénale se traduit par une protéinurie, une hématurie, une leucocyturie, des anomalies morphologiques à l'échographie ou des marqueurs de dysfonction tubulaire. L'important, c'est la chronicité, ça doit durer plus de 3 mois. Entre 60 et 89, on est au stade 2, on est dans une maladie rénale débutante qui n'a que très peu de conséquences sur des symptômes cliniques ou des capacités, je dirais, à assurer les activités quotidiennes. Simplement, l'hypertension artérielle est souvent déjà fréquente chez ces patients. À partir du stade 3, on rentre dans l'insuffisance rénale chronique avec une diminution du débit de filtration glomérulaire en dessous de 60 millilitres. C'est une diminution donc de la moitié du débit de filtration glomérulaire. Et puis, ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe sur les parcours de soins dans cette phase de début, c'est les patients qui sont en stade 4 et 5, c'est-à-dire qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 millilitres, et au stade 5, qui sont en préparation à un traitement de suppléance. Alors, on sait que la créatinine, c'est un mauvais marqueur de la fonction rénale. C'est le moins mauvais, je dirais, d'une certaine façon, mais il ne faut pas utiliser la créatinine telle qu'elle est. Vous voyez sur cette courbe que le débit de filtration glomérulaire peut diminuer avec une créatinine normale et que, en particulier chez le sujet de plus de 65 ans, qui est quand même la majorité de notre population, eh bien, on peut avoir une créatinine encore normale dans la zone grise avec un débit de filtration glomérulaire qui est en dessous de 45 millilitres. Donc, il est très important d'estimer le débit de filtration glomérulaire, mais ça, tous les laboratoires de biologie actuellement rendent des estimations du débit de filtration glomérulaire avec un dosage de créatinine. Et on a aussi des calculateurs qui sont disponibles sur le site de la Société de néphrologie qui permettent, à partir finalement de paramètres aussi simples que l'âge, le sexe et le dosage de créatinine, de calculer le débit de filtration glomérulaire estimé. Et la formule CKD-EPI est une formule qui donne actuellement les résultats les plus fiables pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir si on a un doute sur la normalité ou non de la fonction rénale à partir d'un dosage de créatinine. En tout cas, il faut surtout s'en servir lorsque le dosage de créatinine est normal, c'est-à-dire dans les valeurs normales du laboratoire, parce que très souvent, on constate que dosage de créatinine normale ne signifie pas une fonction rénale normale, et ça peut permettre de déclencher des examens ou en tout cas une surveillance qui vont permettre de confirmer ou non l'existence d'une maladie rénale.
Et ça, c'est particulièrement important chez les patients qui ont des facteurs de risque, mais on y reviendra. Donc, la caractéristique de la maladie rénale chronique, c'est qu'elle a tendance à évoluer avec une décroissance progressive du débit de filtration glomérulaire qui ne dépend pas forcément de la maladie initiale. On distingue les décroissances dites rapides, c'est-à-dire les patients appelés progresseurs rapides, quand la perte de débit de filtration glomérulaire est de plus de 5 millilitres par an, et les progresseurs lents quand c'est de moins 5 millilitres par an. Mais 5 millilitres par an, c'est quand même relativement rapide, parce que si on part d'un patient qui a une filtration à 40, et si on se dit qu'on va commencer la dialyse à 10, eh bien, ça laisse 6 ans, finalement, entre le moment où on voit le malade et le moment où on va débuter les dialyses. Donc, c'est pas tellement long, finalement, comme durée d'évolution. Donc, tout le travail qu'on a à faire, c'est d'évaluer la vitesse de progression sur des périodes relativement courtes, disons sur un an, on peut commencer à avoir une bonne idée avec au moins 3 ou 4 mesures, et puis ensuite mettre en place les moyens qui vont ralentir la progression de l'insuffisance rénale, et on va y venir. Donc on peut aussi, avec des outils qui sont disponibles sur Internet, calculer le risque pour un patient donné d'arriver à une insuffisance rénale terminale. Et là, c'est extrêmement simple aussi. Il faut avoir l'âge, le sexe, il faut avoir le débit de filtration glomérulaire et il faut avoir le rapport albumine sur créatinine. Et ça suffit pour estimer un risque de développer une insuffisance rénale terminale dans un délai donné. Et donc, c'est extrêmement utile pour organiser la prise en charge. Donc, la première chose quand on parle de maladie rénale chronique, c'est la progression. Donc la progression, c'est la perte de débit de filtration glomérulaire, on vient d'en parler. Mais il n'y a pas que ça. En fait, au cours de la progression de l'insuffisance rénale, soit en relation avec la maladie initiale, par exemple le diabète, soit en relation avec simplement l'insuffisance rénale et ses complications, comme l'hypertension, on va voir apparaître des complications cardiovasculaires, des complications métaboliques, des complications osseuses, par exemple l'hyperphosphorémie, l'hyperparathyroïdie, et des complications infectieuses liées à la baisse de l'immunité et en particulier donc le problème de l'infection chronique par le virus de l'hépatite B qui nous incite à vacciner systématiquement tous les patients contre l'hépatite B parce qu'on sait qu'ils ont un risque de chronicité plus élevé que les patients à fonction rénale normale. Ce parcours donc peut être émaillé de différents types de complications. Il peut être émaillé d'insuffisance rénale aiguë parce que il y a eu une déshydratation, un obstacle urinaire, une médication inappropriée. Il peut y avoir évidemment une évolution défavorable, indépendamment de l'insuffisance rénale, du fait des complications ou du fait de complications liées à l'insuffisance rénale aiguë. Et si il se produit rien de grave dans l'intervalle, eh bien les patients vont arriver au stade 5 et on va parler de traitement de suppléance. Et finalement, l'insuffisance rénale terminale traitée représente à peu près 0,1% de l'ensemble de la population, alors que la maladie rénale chronique, tout confondu, c'est à peu près 10% de la population. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les stades 3, 4 et 5, ça représente à peu près 5% de la population, ou un peu moins 4%. Donc, si vous voulez, pour essayer de contrôler cette évolution, eh bien, il est important de connaître les facteurs de risque et il est important de connaître finalement les éléments qui permettent de dépister la maladie rénale chronique. Donc, j'en ai évoqué quelques-uns. Essentiellement le dosage de créatinine, l'estimation du débit de filtration glomérulaire, la recherche d'une albuminurie ou d'une protéinurie et la mesure de la pression artérielle. Sur ces trois éléments, on a déjà évidemment la possibilité de faire ou non un diagnostic de maladie rénale chronique. Et puis, il y a évidemment l'anamnèse, les histoires de pathologie vasculaire, de diabète, de maladies rénales ou urologiques connues. Donc, tout ceci doit conduire à réaliser des examens de dépistage de l'insuffisance rénale. Je vais vous parler du risque cardiovasculaire. Donc, ça, c'est très important parce que le risque cardiovasculaire, on a tendance à penser qu'il est lié aux anomalies lipidiques, au tabac, à l'hypertension. Eh bien, si on prend tous ces facteurs et l'insuffisance rénale, on se rend compte que l'insuffisance rénale est un facteur de risque indépendant.
C'est-à-dire que même en ajustant sur la pression artérielle et d'autres paramètres de risque, eh bien, le fait d'avoir une insuffisance rénale augmente le risque. Et vous voyez ici que pour un patient qui a un débit de filtration glomérulaire supérieur à 60, le risque d'événement cardiovasculaire pour 100 personnes années est de 2, et pour un patient qui a une filtration inférieure à 15, il est de 36. Donc le risque est multiplié par 18 entre une fonction rénale légèrement altérée, donc un stade 2, et un stade 5. C'est évidemment un risque majeur, et beaucoup de ces patients ont des complications cardiovasculaires, comme on va le voir. Alors, comment s'installent les complications? On a vu un petit peu dans le parcours. Finalement, au stade initiaux, je dirais stade 1, stade 2, c'est essentiellement l'hypertension artérielle et les signes de la maladie rénale qui vont être au premier plan, la protéinurie, l'hématurie, etc. Éventuellement un syndrome néphrotique, bien sûr, qui va amener au diagnostic de maladie rénale chronique. À partir du stade 3, on peut voir apparaître une rétention de phosphore qui va conduire à une hyperparathyroïdie et puis éventuellement une accumulation d'acide avec une acidose, une baisse des bicarbonates plasmatiques. Et puis c'est au stade 4 et 5 où vont apparaître les complications les plus significatives, c'est-à-dire l'anémie qui va débuter, l'élévation du taux de potassium, surtout quand il y a des erreurs diététiques, des phénomènes de surcharge hydrosodée avec des œdèmes, une hypertension, une insuffisance cardiaque, et puis les symptômes d'intoxication urémique qui apparaissent très tardivement. Vraiment, c'est rare de les voir au début du stade 5. C'est vraiment en prédialyse qu'on voit apparaître des signes d'intoxication urémique, avec en particulier des nausées, des vomissements, une perte de l'appétit. Et dès lors que s'installent ces anomalies qui conduisent à une dénutrition, il faut démarrer le traitement de suppléance. Si le patient n'a pas pu être greffé, il faut démarrer la dialyse. Alors, le parcours de soins a été je dirais, mis en forme par la Haute Autorité de Santé. Ça a été publié dans l'année 2012. Ça comporte 2 volets. Vous trouverez ça aisément sur le site de la Haute Autorité de Santé en tapant maladie rénale chronique, parcours de soins. Il y a donc une première phase qui est la phase de diagnostic, soit par un dépistage médecine du travail ou population à risque ou des signes d'atteinte rénale. Le rôle du médecin généraliste est bien indiqué ici avec la confirmation du diagnostic. Et puis, s'il y a des signes de gravité, il faut évidemment demander un avis néphrologique. S'il n'y a pas de signe de gravité, le médecin généraliste peut réaliser un certain nombre d'examens complémentaires comme une échographie, etc. et mettre en place un suivi selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Si évidemment il y a des doutes sur le diagnostic, ou une progression qui s'accélère, ou des complications qui apparaissent, il faut évidemment, là encore, référer au néphrologue. Ensuite, en traitement et suivi, eh bien, on peut estimer aujourd'hui que les patients qui ont une maladie rénale chronique non progressive de stade 1, 2 ou 3A peuvent être suivis par le médecin généraliste. Et puis, les maladies progressives, les stades plus avancés, et notamment les 4 et 5, puisque c'est l'objet du forfait parcours, ou des complications, ou des problèmes d'atteinte des objectifs du traitement, notamment en termes de contrôle de l'hypertension, ou les besoins de traitement de la maladie rénale initiale doivent évidemment faire l'objet d'un avis néphrologique. Voilà. Alors, dans cette prise en charge vont intervenir d'autres professionnels que le médecin traitant et le néphrologue, vont intervenir le cardiologue très souvent à cause des complications cardiovasculaires, très souvent le diabétologue. Vous avez vu, plus de 40% des patients ont un diabète. Une équipe multidisciplinaire hospitalière avec notamment les infirmières d'éducation thérapeutique qui vont informer le patient sur les modalités de suppléance et l'aider à s'y préparer. Le pharmacien qui délivre les médicaments, et Dieu sait que il y a des médicaments qui peuvent contribuer à aggraver la fonction rénale, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr. Les infirmières d'éducation thérapeutique, j'en ai déjà parlé. Les diététiciens, qui ont un rôle majeur, puisque d'une part, un régime adapté peut ralentir la progression de l'insuffisance rénale, notamment en normalisant les apports en protéines à 1 gramme kilo jour environ, en normalisant les apports en sel de l'ordre de 6 grammes par jour. Et puis aussi, bien sûr, une diététique adaptée permet de diminuer les facteurs de risque sur le plan métabolique, sur le plan cardiovasculaire. Donc, c'est très, très important. Et ça a été
logiquement intégrés dans le forfait de prise en charge de la maladie rénale. L'activité physique adaptée ou la kinésithérapie peuvent être extrêmement utiles pour des patients qui sont souvent sédentarisés, et puis d'autres professionnels comme le psychologue, bien sûr, le tabacologue pour arrêter le tabac, les moniteurs d'activité physique adaptée, tous ces intervenants peuvent trouver leur place dans un suivi multiprofessionnel et une prise en charge multiprofessionnelle de ces patients. Donc, dans le document de la HAS, mais je ne vais pas m'étendre ici parce que ça, c'est un peu rébarbatif, mais vous voyez que les examens à faire en termes d'évaluation clinique et d'examen biologique sont listés et que la fréquence à laquelle ils doivent être réalisés dépend du stade. Et il y a dans le document de la Haute Autorité de Santé des recommandations pour dire, par exemple, au stade 4, eh bien, on doit doser la créatinine tous les 3 à 6 mois pour surveiller l'évolution de la fonction rénale. C'est tout à fait logique, c'est même un suivi minimum recommandé. Et comme vous voyez, c'est des examens qui sont quand même extrêmement courants et qui sont très utiles. Je dirais un petit mot sur l'hémogramme, parce que bien sûr, il faut dépister une anémie pour éventuellement la traiter. Souvent, on dépiste du même coup une carence en fer, qui est quand même relativement facile à traiter. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la vitamine D, parce que c'est des patients qui ont souvent un taux de vitamine D qui est très bas et il faut les supplémenter. Et puis l'albuminémie, qui est un marqueur très fiable de dénutrition, et de fait, une albuminémie inférieure à 36 ou 38 grammes par litre est un signe précoce de dénutrition. Et là encore, l'intervention des diététiciens ou diététiciennes est tout à fait utile. En termes de prévention et traitement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé font un petit peu, disons, l'inventaire des mesures qui peuvent être prises. D'abord, des mesures de néphroprotection, bien sûr, éviter les médicaments néphrotoxiques, éviter les produits de contraste iodé, écarter le patient des risques professionnels potentiels et arrêter le tabac qui accélère beaucoup la progression de l'insuffisance rénale. Et les conseils diététiques sont très importants dans ce contexte avec l'équilibre alimentaire, les apports en eau, la limitation du sel, la limitation des protéines. La limitation des protéines a l'avantage de limiter aussi les apports en phosphore et donc ça réduit les risques de développer une hyperparathyroïdie et des complications osseuses. Modifier les facteurs de risque cardiovasculaire, bon, bien sûr le tabac, l'automesure de la pression artérielle est fortement recommandée. Corriger le surpoids et freiner le développement d'une sédentarité, c'est très important. Les conseils d'activité physique. Et puis, à partir du stade 3B, la protection du capital veineux, parce que ces patients sont exposés à un risque d'avoir à débuter un traitement de suppléance par hémodialyse et il faut pouvoir réaliser une fistule artério-veineuse dans de bonnes conditions. Alors, tout ceci, c'est pas théorique, mais c'est une vision un peu idéale et aujourd'hui, il n'est pas forcément très naturel de mettre en place des collaborations interprofessionnelles, même à l'hôpital d'ailleurs, pour optimiser le parcours de ces patients. C'est pour ça que j'aime bien cette petite image qui dit que c'est pas si naturel, c'est pas si facile de réaliser les parcours de santé et les pouvoirs publics en ont pris conscience puisque finalement les forfaits ont pour but de donner aux établissements les moyens d'organiser le suivi multiprofessionnel de ces patients. Donc il y a une vingtaine d'années, on a créé le réseau Tiercel qui se proposait de prendre en charge la maladie rénale chronique. Ce réseau a maintenant fusionné avec d'autres réseaux de santé dans le réseau LIR et poursuit ses actions de prévention et de prise en charge de la maladie rénale chronique. Donc l'idée, c'était qu'au départ, et ça reste toujours d'actualité, beaucoup de patients arrivaient dans les services spécialisés de néphrologie trop tardivement, à un stade où il était difficile de freiner la progression. Donc, il faut les dépister tôt, il faut ralentir la progression, il faut prévenir et traiter les complications, il faut informer le patient sur sa maladie, les échéances et préparer éventuellement les options en termes de traitement de suppléance, préserver l'autonomie des patients
et coordonner les acteurs. Donc, tout ceci, finalement, c'est les bases des parcours de soins tels qu'on les réalise actuellement. Donc, dans ce contexte, on a mis en place une expérimentation qui se propose d'améliorer le repérage des patients atteints de MRC stade 3B sur le territoire centre de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire, je dirais grosso modo, la métropole de Lyon, hein, au sens large, pour leur proposer une prise en charge précoce et leur permettre d'accéder à un parcours de soins. Le parcours, cette prise en charge ayant pour but de stabiliser la fonction rénale ou de ralentir la progression, prévenir et limiter les comorbidités, prévoir le traitement de suppléance de façon à ce que le patient ne démarre pas en urgence et favoriser l'accès à la greffe et à la dialyse hors centre, c'est-à-dire à la dialyse ou mieux, je dirais, à domicile pour protéger la qualité de vie et l'autonomie des patients. Donc voilà le territoire centre. Bon, c'est pas très lisible, mais grosso modo ici, vous avez la Tour du Pin, Vienne, Lyon, et puis Villefranche est un peu en dehors du territoire, comme vous le voyez. Mais enfin, ça représente quand même une population déjà très importante. On a estimé que dans cette population, il y avait 22 000 patients qui étaient en stade 3B et qui pouvaient bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins. Donc, vous voyez que la tâche est assez importante. Donc, voilà les facteurs de risque, je vous en parlais. Donc, nous, on a orienté cette action essentiellement pour faire connaître aux patients potentiellement à risque, aux professionnels de santé qui les voient, qu'ils soient pharmaciens, biologistes, médecins, les facteurs de risque. Et vous avez la liste ici des facteurs de risque. Diabète, hypertension, âge supérieur à 60, surpoids, maladie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, maladie de système bien sûr, affection urologique, antécédents familiaux de maladie rénale, antécédents de néphropathie aiguë, exposition à des toxiques professionnels et tous les traitements néphrotoxiques antérieurs. Et actuellement, sur ce plan, une de nos préoccupations, c'est tous les traitements, toutes les biothérapies du cancer qui se développent très rapidement et qui génèrent des effets secondaires rénaux qui n'étaient pas forcément attendus et qui commencent à contribuer significativement à l'apparition de nouveaux patients avec une insuffisance rénale. Donc voilà la fin de ma présentation et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Vous m'entendez toujours? Voilà. Donc, par rapport au dépistage chez le diabétique, donc c'est le docteur Large qui pose cette question. Donc, chez le diabétique, bon, actuellement, la population est essentiellement représentée par des patients diabétiques de type 2, mais les modalités de dépistage de la néphropathie diabétique sont toujours les mêmes, quel que soit le type de diabète. C'est la recherche d'une albuminurie. Et donc, le premier examen qu'on peut faire, c'est le rapport albumine sur créatinine sur un échantillon d'urine. L'absence de microalbuminurie signifie qu'il n'y a pas de néphropathie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se développer plus tard, mais qu'il n'y a pas de néphropathie en cours. La présence d'une microalbuminurie, c'est ce qu'on appelle la néphropathie incipiens, c'est-à-dire à un stade. Voilà. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous m'avez entendu? Le docteur Large, là, j'étais en train de répondre et puis on me dit que le son était coupé. Vous avez entendu? Ah, voilà. Alors, donc, je reprends la chaîne diabétique. Donc, quel que soit le type de diabète, c'est le rapport albumine sur créatinine. Bon, s'il n'y a pas d'albumine dans les urines, il n'y a pas de néphropathie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se développer plus tard. S'il y a une albuminurie donc inférieure à 300 mg par 24 heures, on est dans la néphropathie incipiens, c'est-à-dire une néphropathie débutante, mais qui est réversible. C'est-à-dire que si on améliore l'équilibre du diabète, si on corrige l'hypertension, si on améliore les facteurs diététiques, eh bien on peut
voir l'albuminurie revenir à la normale. Et puis après, on passe au troisième stade, qui est le stade de macroprotéinurie, où là, on peut encore avoir une régression vers la microalbuminurie, mais on est dans une situation de néphropathie avérée. Et en fait, chez le diabétique, c'est l'albuminurie qui va être le meilleur moyen de dépistage. Alors parfois, quand on a une albuminurie, ben, il faut regarder les rétines parce que souvent la néphropathie et la rétinopathie vont ensemble. Et puis ben, après, ça peut amener à modifier les cibles du traitement en termes de taux d'hémoglobine glyquée et puis les moyens qui sont employés pour corriger la glycémie. Alors, oui, c'est mieux. Donc, il vaut mieux au début, en termes de dépistage, il faut faire un dosage sur échantillon. Voilà. Si le rapport albumine sur créatinine est normal sur un échantillon, on peut s'en tenir là. Bien sûr, il faut le répéter au moins une fois par an chez un patient diabétique. Si le dosage est positif sur un échantillon, il est intéressant de faire les urines de 24 heures parce que ça va permettre en outre de mesurer le sodium et l'urée, et donc on aura une idée des apports alimentaires du patient en termes de protéines et en termes de sel, et ça peut être je dirais, un élément d'information utile pour conduire le traitement, notamment le traitement d'hypertension.